Ce 2 septembre marque un tournant important pour le cycle électoral de la Côte d'Ivoire, un cycle débuté en octobre 2020 avec l'élection présidentielle. Ce samedi, quelques 8 millions d'électeurs étaient attendus dans les urnes dans 201 communes et 31 régions pour choisir leurs conseillers municipaux et régionaux. 30 419 candidats sont en lice pour les municipales et 5 247 pour les régionales. À 2 ans de la présidentielle de 2025, ce scrutin est un enjeu important pour la classe politique ivoirienne, parti au pouvoir, opposition ou encore indépendant. L'enjeu est aussi important pour la Côte d'Ivoire car souvent les élections ont été émaillées de violences dans certaines localités. Au soir de ce 2 septembre, que pouvons-nous dire de cette journée de vote? L'ambiance, l'affluence, le climat général. Analyse et décryptage dans cette émission, une émission qui sera également ponctuée de reportages sur le terrain dans plusieurs communes et plusieurs localités. Bonsoir à tous et bienvenue dans Soir de vote. Avec moi en plateau ce soir, Dr Marie-Paul Kodjo. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Evelyne. Et c'est agréable de voir une femme sur ce plateau pour parler d'un sujet aussi sensible que les élections. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Vous êtes la vice-présidente du Conseil national des droits de l'homme. Tout à fait. Également, nous sommes avec Dr Sylvain Nguesson. Bonsoir, Dr Sylvain Nguesson. Bonsoir. Vous êtes analyste politique et vous avez l'habitude de nos plateaux. Merci d'être avec nous ce soir. Merci. Nous aurons 2 autres invités qui vont nous rejoindre, notamment Vincent Toby, vice-président d'Aube Nouvelle, et puis Dr Boka Sako Gervais, président du FIDOP. Tout au long de cette émission, comme je l'ai dit, nous aurons des reportages, des sujets d'ambiance de cette journée de vote que nous allons analyser sur ce plateau de soir de vote. Alors, comme vous le savez, le président de la République, Alassane Ouattara, a voté pour les municipales ce samedi à 11h45 au bureau numéro 7 du lycée Sainte-Marie de Cocody. Et après avoir accompli son devoir civique, le chef de l'État s'est réjoui de l'atmosphère globalement apaisée qui a régné lors de cette campagne électorale, malgré quelques actes d'incivisme signalés dans certaines localités. Il a souhaité que la journée électorale se déroule dans un climat apaisé. C'est un sujet signé Mardoché Kwasi. C'est à 11h34 que le véhicule de commandement du chef de l'État est arrivé au lycée Sainte-Marie. Après les salutations d'usage, place au vote. Et c'est le bureau de vote numéro 7 qui accueille le chef de l'État et son épouse, Dominique Ouattara. Le numéro 1 ivoirien se soumet ensuite au contrôle d'identité, puis procède au vote. À sa sortie du bureau de vote, le président de la République, Alassane Ouattara, a exprimé sa satisfaction sur l'atmosphère qui a prévalu pendant la campagne électorale. J'ai suivi de très près la campagne électorale. Je me réjouis de dire qu'elle a été apaisée. Nous avons eu quelques signes d'incivisme ici et là, mais évidemment, pas de violence. Et ce que je souhaite, c'est que la journée électorale se déroule de la même manière que la campagne. Je souhaite que la participation soit la plus forte possible pour conforter et montrer que la vitalité de la démocratie en Côte d'Ivoire continue de se renforcer. Alassane Ouattara s'est également réjoui du caractère inclusif de ce scrutin qui a vu la participation de tous les partis politiques. Les bureaux pour les élections locales de ce 2 septembre ont officiellement fermé à 17h. Les premiers résultats sont attendus dans les prochaines heures. Tédé Birahima Ouattara est candidat unique au conseil régional dans le Tchologo. Il est candidat à sa propre succession. Il a accompli dans la matinée son devoir civique en votant chez lui à Kong et il a salué le calme qui règne lors de cette élection. Les explications de Pierre Dipomela. Après une campagne électorale festive dans toutes les contrées du Tchologo, c'est l'heure du vote. Le candidat du RHDP aux élections régionales, Téné Birahima Ouattara, qui n'a pas eu d'adversaire en face, a voté à Kong à l'école Bad. Il s'est réjoui du climat de sérénité qui entoure ces élections et rassure des dispositions sécuritaires sur l'ensemble du pays. Nous souhaitons que ces élections se passent dans un climat apaisé et nous pensons que ce sera le cas. J'ai fait le point encore hier nuit avec le commandant supérieur de la gendarmerie qui est passé me rendre visite à Ferkessé pour que nous puissions faire le point de la sécurisation de ces élections à travers la Côte d'Ivoire. Je pense que ce sera chose faite et je peux inviter tous les Ivoiriens
à sortir pour aller accomplir leurs devoirs citoyens, ce qui est le plus important. La sécurité est garantie. Dans la région du Tchologo, depuis une semaine de campagne au scrutin, aucun incident n'a été signalé. Docteur Marie-Paul Kodjo, les élections en Côte d'Ivoire sont souvent l'occasion de résurgence de violences politiques, de violences verbales, de violences de tout genre. Au soir de ce 2 septembre, qu'est-ce qu'on peut dire rapidement sur le climat général, l'ambiance générale? Écoutez, moi, je reviens du terrain, comme vous pouvez le constater. Je pourrais dire que c'est un climat globalement calme. C'était assez calme. Dans certaines communes, moi j'ai eu à partir à Marcory. C'était globalement calme. Bien sûr, il y a eu quelques incidents, ça et là. Mais et par rapport à tout ce que je recevais comme données, puisque nous, au CNDH, nous avons mis en place un système numérique qui nous permet d'avoir en temps réel les données. Dans l'ensemble, c'était quand même globalement calme, je pourrais dire. Il n'y a pas eu mort d'homme, il y a eu quelques incidents, c'est vrai. Et on reviendra sur ces incidents. Mais globalement, c'était calme. Si on fait une comparaison avec les élections locales passées, qu'est-ce qu'on peut dire? Je dirais que cette fois-ci, c'était des élections quand même assez ouvertes. Assez ouvertes. Tous les partis politiques étaient représentés. Même au niveau des représentants des indépendants, ils étaient là, que ce soit à Port-Boué, à Koumassi, parce que j'ai fait le tour un peu. Si je compare, je dirais pour moi que cette élection est beaucoup plus ouverte et elle m'a semblé moins tendue, moins violente. Voilà, je pourrais dire ça. Docteur Sylvain Guessan, vous êtes analyste politique, mais vous êtes un électeur, vous êtes un citoyen. Quelle est votre analyse de cette journée de vote? Bon, je vote à Cocody. J'ai eu le temps d'échanger avec des amis qui votent également dans d'autres bureaux de vote. On ne va pas vous demander qui vous avez voté? Non, pas du tout. Je pense qu'à Cocody, de l'ensemble, tout s'est bien passé. On a aussi la chance aujourd'hui d'avoir les réseaux sociaux avec plusieurs organisations, dont le CNDHCI, qui publie quoi qu'il y a eu d'ici et là, aux nouvelles, etc., etc. Donc, en tant que citoyen, on a eu le temps de faire le suivi également de la progression du vote aujourd'hui. Je pense que dans l'ensemble, en attendant que les QG des principaux partis politiques et des candidats se prononcent, je pense que dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Est-ce que ce climat globalement apaisé qu'on note ce soir est le résultat d'une campagne électorale elle-même, on va dire, apaisée ou civilisée, selon vous? On va mettre ça au compte du dialogue politique qui a eu lieu Tout à fait. avant l'élection législative, entamé d'abord par notre Premier ministre Ahmed Bakayoko paix à son âme, ensuite qui a été poursuivi par le Premier ministre Patrick Hachi. Ensuite, tous les partis politiques, les forces vives ont fait comprendre leurs griffes contre la CEI, contre le processus électoral, contre l'activité politique de façon générale. Je pense que divers éléments de réponse ont été apportés. Et depuis lors, que ce soit la législative, que ce soit cette élection municipale, on a vu des Ivoiriens voter tranquillement, sans qu'il y ait de grandes violences. On attend de voir maintenant la proclamation et la confirmation des résultats pour être assuré que les Ivoiriens sont capables de voter sans grande violence. Docteur Marie-Paul Kodjo. Oui, j'ajouterais, je suis tout à fait d'accord avec le docteur. Aussi, vous êtes docteur, je suppose. Tout à fait d'accord. Et je dirais aussi que les ONG ont fait un travail formidable sur le terrain au niveau de la sensibilisation. Et le CNDH aussi. Nous sommes partis dans certains QG pour échanger, pour sensibiliser. Et nous sommes très fiers de dire que ça a impacté. Et puis, on doit reconnaître aussi que la CEI aussi a fait un travail de fourmi, mais qui porte ses fruits. Il y a eu quand même pas mal de sensibilisation. Parce que dans les années passées, puisque moi je sors de la société civile. Tout à fait. Et on se plaignait du fait que la CEI attendait peut-être une semaine avant ou 2 semaines pour permettre aux ONG de faire des sensibilisations. Or, cette fois-ci, on s'est rendu compte quand même que ça a été pris à temps et je pourrais dire que ça concourt aussi à ce climat apaisé. Quand vous dites que ça a été fait à temps, dans quel délai, selon vous? En fait, 15 jours, 10 jours, 15 jours, mais les ONG elles-mêmes n'ont pas attendu un appui des partenaires au développement comme on le faisait par le passé.
elles-mêmes se sont arrangées pour sensibiliser les populations au préalable. Tout au long de cette émission, nous aurons des sujets, des reportages, comme je l'avais dit, et nous serons également en direct depuis la commission électorale indépendante avec Pierre Appro, qui est en ce moment même à la CEI. Nos équipes de reportage ont sillonné plusieurs villes et communes, et je vous propose maintenant de faire un tour du côté de San Pedro, de Fresco, de Sassandra, de Soubré et de Daloa. Les scrutins jumelés élections municipales et régionales dans le sud-ouest et le centre-ouest de la Côte d'Ivoire se sont déroulés dans le calme. À San Pedro, Sassandra, Fresco, Soubré ou encore Daloa, les électeurs ont visité très tôt le matin les bureaux de vote pour accomplir leurs devoirs citoyens. Parmi eux, plusieurs candidats. Le bureau de vote dans lequel je suis passé, il y a une certaine rigueur quand même, une certaine transparence et puis une certaine sérénité. Donc je veux dire que ça se passe très bien. Il n'y a pas trop de tracasseries, voilà, il n'y a pas trop de suspicions à se faire. Et donc je voudrais féliciter l'équipe qui est là. Nous venons donc d'accomplir, comme on dit, notre devoir citoyen. Nous avons fini donc tout ce qu'on appelle campagne. Maintenant, c'est le jour de décision. Et ce jour-là doit se dérouler vraiment dans une quiétude totale parce qu'en fin de compte, la dernière volonté qui s'appliquera, c'est celle de Dieu et que le meilleur gagne. Dans les centres de vote, les forces de l'ordre étaient aussi au rendez-vous pour rassurer l'ensemble des acteurs du processus électoral. Devant les bureaux de vote, les files d'attente témoignaient de l'engouement suscité autour de ce double scrutin. Je suis venu ce matin accomplir mon devoir citoyen. Je suis venu prendre part au vote et je viens de voter. Faites comme moi. Chaque citoyen doit voter. Je viens d'accomplir mon devoir civique, j'ai fini de voter. Je pense que le vote se passe dans le calme. Nous avons voté, nous n'avons pas eu de difficultés pour voter. Et comme tous ceux qui sont passés devant moi d'ailleurs, ça se passe bien et que le meilleur gagne. En attendant les premières tendances et les résultats, le premier bilan peut confirmer la tenue effective du vote dans le calme. Nous ferons maintenant un tour du côté de Cocody et de Bingerville pour voir l'ambiance de ce 2 septembre. Le maire sortant de la commune de Cocody et candidat du PDCI-RDA, Jean-Marc Yassé, a voté à l'école de gendarmerie. L'un de ses adversaires au procès municipal, le candidat du RHDP, Éric Tabat, lui, a exercé son droit civique au lycée Sainte-Marie de Cocody. Le candidat indépendant Georges-Alain Blé s'est lui rendu au bureau de vote numéro 2 du groupe scolaire Sogefia à la Riviera 2 pour faire son choix parmi les 8 candidats à la mairie de Cocody. Tous les candidats rencontrés dans cette commune ont salué l'esprit qui a régné tout au long de la journée. Le mouvement a commencé depuis 3 ans et aujourd'hui ça va être la consécration. Mais j'estime qu'il faut dire à tout le monde bonne chance. Je suis serein, mais déjà il y a un petit problème parce qu'apparemment il y a des bureaux de vote qui ont changé. Donc je souhaite que ça s'arrange rapidement et que tout le monde puisse voter dans de bonnes conditions. Cocody, c'est une commune de paix. Voilà, c'est la commune du Fouboigny. Notre souhait et notre désir, c'est que la démocratie s'exprime dans sa version la plus pacifique. Même ambiance de sérénité dans les bureaux de vote de la commune de Bingerville. À l'école régionale d'agriculture, où ont voté les candidats Régis Hamon du PPACI et Hervé Porquet du PDCI-RDA, l'atmosphère était calme. Les électeurs vaquaient sereinement au vote. Malgré quelques légères frictions observées çà et là, ces candidats ont salué le calme qui a prévalu à Bingerville en cette journée de vote. L'élection se passe très bien du côté de Bingerville. Toutes les chapelles se sont très bien comportées sur le terrain. À part des petits soucis, moi-même j'ai failli être agressé, mais bon, Dieu merci, tout est rentré dans l'ordre. Mais hormis ça, je pense que dans l'ensemble, ça a été. Il y a un engouement par rapport à ces élections municipales. On a pu se rendre compte d'un certain nombre de dysfonctionnements. Et malheureusement, c'est le petit couac, notamment les bureaux qui n'ont pas ouvert à l'heure, à 8 heures. Certains bureaux étaient ouverts mais sans les urnes, sans les stickers, sans par exemple l'encre. On a des tablettes qui ne fonctionnent pas. Au total, à Cocody et à Bingerville, on a voté dans le calme et la sérénité.
Et comme annoncé, Dr Boga Sako-Gervais vient de nous rejoindre sur ce plateau de soir de vote. Il est le président de la Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et la vie politique. Bonsoir, docteur. Bonsoir, chère madame. Merci d'être avec nous. Et également Vincent Toby, qui vient de nous rejoindre, président d'Aube Nouvelle. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là. Alors, je vais vous poser la même question que j'avais posée à Dr Marie-Paul Kodjo et à Dr Sylvain Nguesson, notamment sur l'ambiance globale de cette élection, le climat général. Était-il apaisé, oui ou non? Vincent Toby? Oui, quand on parle de processus électoral, ce n'est pas seulement le jour. Aujourd'hui, c'est le scrutin. C'est ça. Donc, les élections ont commencé depuis plusieurs années d'ailleurs, depuis 2020. Mais le processus des élections locales a commencé avec la campagne, avec les candidatures, avec l'enregistrement. Donc, c'est quand même satisfaisant de voir comment les Ivoiriens se sont comportés, les partis politiques, la commission électorale et toutes les populations. Et c'est quand même appréciable. Il n'y a pas eu d'incidents majeurs, il y a eu des incidents marginaux qui ne sont pas de nature à discréditer ce processus. Et cependant, comme je le disais tout à l'heure sur un autre média, il y a des pics de risque dans un processus électoral. Et nous en parlerons. Et, voilà, et nous sommes actuellement, depuis 17h, depuis 18h, dans ce pic de risque possible. Donc il faut continuer le comportement responsable des citoyens pour qu'on puisse, à la fin, demain après-demain, avoir un satisfaction générale du processus électoral. Mais c'est très satisfaisant de voir une élection, une telle ferveur, un tel enthousiasme, sans incident majeur. C'est différent des années précédentes? Oui, bien sûr. Vous savez qu'en 2021, d'abord, en 2021, c'était la première élection avec une telle ouverture. Mais 2023, c'est vraiment l'ouverture totale avec tous les partis politiques significatifs. Et donc, c'est différent. Il y a eu un mort pour le processus électoral 2021, mais c'est un mort accidentel, quelqu'un qui est tombé à la suite d'une campagne électorale. Okay. Mais ici, aujourd'hui, il n'y a eu que des affiches vandalisées, quelques affrontements ici et là, mais ce n'est pas assez significatif pour qu'on dise qu'on a eu un processus électoral difficile. Docteur Boga Sako-Gervais. Oui, merci. Il faut se réjouir de façon générale du climat qui a prévalu aujourd'hui. Nous, depuis le 6 juillet, nous avons lancé une campagne pour le compte de la FIDOP, une campagne pour des élections apaisées. Et nous avons vu qu'on n'était pas les seuls. Les institutions de la République s'y sont mises. Par exemple, le médiateur de la République a relayé, a fait un grand projet où il a même appelé les candidats à signer une charte. On a vu des partis, les leaders de l'opposition, du pouvoir. Généralement, dans la plupart des discours, la question élection apaisée est apparue. Et on l'a remarqué aujourd'hui. Quand on regarde toute la Côte d'Ivoire de façon globale, il n'y a pas eu d'incidents interpellants, des incidents qui puissent nous effrayer. Et donc, du coup, on peut dire que oui, en 2025, si nous gardons ce même climat-là, en démultipliant notre citoyenneté, je pense qu'on aura vraiment la paix. Et c'est ce que nous recherchons. Okay. C'est pour cela qu'on a lancé quand même 300 observateurs sur toute l'étendue du territoire. Donc après, je vous dirai un peu de façon globale comment les uns et les autres ont réagi. Et puis s'il y a quelques incidents, naturellement, il faut qu'on en parle pour que cela ne se répète plus à l'avenir. Bien sûr, et nous parlerons des incidents sur ce plateau. Moi, j'aimerais que vous puissiez réagir sur les dysfonctionnements qui ont été mentionnés par certains électeurs qui ont parlé d'ouverture tardive des bureaux, de certains bureaux de vote qui ont ouvert à 11h ou 10h au lieu de 8h, de la tablette qui ne semblait pas marcher dans certains bureaux de vote. Docteur Marie-Paul Kodjo. Écoutez, moi, comme vous l'avez dit, je parlerai de ces incidents dont le premier est le grand retard. Il y a eu quand même dans beaucoup de centres de vote du retard. Un retard qui était dû à quoi, selon... En fait, les agents attendaient le matériel de la CEI. Je sais qu'au plateau à Pigier exactement, c'est à partir de 13h que le matériel est venu. Mais à Marcory, 9h30, 10h, alors que théoriquement, on était censé commencer à 8h. Donc, il y a eu ces incidents-là, oui. Et puis, comme incident aussi, on s'est rendu compte, en dehors du matériel qui ne venait pas, le personnel aussi était souvent absent. On se retrouvait avec 2 agents au lieu de 3 ou un agent au lieu de 3. Il y en a qui ont certainement été formés par la CEI qui n'ont pas répondu à l'appel. Okay. Ce qui fait que les coordonnateurs étaient obligés de trouver des solutions immédiatement. Et puis, on a vu aussi des agents, on se pose la question de savoir s'ils étaient formés, qui n'arrivaient pas à manipuler les tablettes. Vous ne savez pas utiliser? Utiliser les tablettes. Okay.
Et sinon, il y a des électeurs qui avaient leur nom sur la tablette et on ne les retrouvait pas sur le fichier. Alors là, ça, pas d'encre, manque de personnel, enfin... Nous, on a documenté à peu près 250 petits incidents, puisqu'on a mis une plateforme numérique et nous avons les données en temps réel. Donc, tout ça centralisé au siège du CNDH. Donc, on a déployé 181 agents, sans compter que nous avons 31 commissions régionales des droits de l'homme, ce qui fait que notre maillage, il est pratiquement sur tout le territoire. Donc, Monsieur Boga, Dr Boga l'a dit, Monsieur Toby l'a dit, et Dr Nguessan, je crois que c'est ça. Sylvain Nguessan, oui. Nguessan. Bon, mais le climat était globalement apaisé malgré ces incidents. On en a déploré, nous, 221 incidents. Mais bon, il n'y a pas eu mort d'homme. D'accord. Je pense que c'est l'essentiel. Vincent Toby, du côté d'Homme Nouvelle, est-ce que ce sont des dysfonctionnements qui ont été également observés? Il faut souligner que nous n'avons pas fait, nous ne faisons pas d'observation, nous ne sommes pas accrédités par la commission, on fait de l'observation au sens strict du terme, parce qu'il y a tout un code pour les observateurs. Nous faisons plutôt, nous, de la prévention et du suivi, le monitoring des conflits, parce que nous le faisons, parce que nous faisons un travail déjà de suivi des conflits dans les communautés, et les élections étant toujours facteur de violence communautaire, nous nous y penchons pour déjà donner des alertes. Mais sur un regard technique, il y a la différence entre fraude et irrégularité. Bon, il y a eu des irrégularités en termes de non-ouverture à l'heure, de tel fonctionnement ou alors des unes opaques. Mais tout cela, on le met en contexte. Jusqu'au moment où je vous parle maintenant, où le dépouillement a cours, ce n'est pas de nature vraiment à jeter le discrédit. C'est mineur, selon vous? Oui, c'est mineur, c'est marginal, parce que elle a parlé de 200, mais c'était des milliers en principe d'un processus électoral, parce que vous avez beaucoup de bureaux, c'est des milliers qui permettent de dire qu'il y a dysfonctionnement. C'est appréciable à ce stade. Il faut quand même apprécier le niveau d'effort de notre démocratie, de nos populations, des commissions électorales. Mais dans un processus électoral, c'est tolérance zéro. Tout doit être fait à la perfection et avec professionnalisme. Donc toutes les petites erreurs ici et là sont regrettables, mais bon, c'est des choses qui arrivent dans un processus électoral. C'est maintenant, avec les résultats, la transparence des résultats, qu'on saura si notre processus a été bien jusqu'au bout. Ou non. Sylvain Nguessan. Oui, je suis tout à fait d'accord avec M. le Préfet. Jusque-là, je pense que, à moins qu'il y ait une récupération, qu'un leader dise que là où le bureau a ouvert à 13h, c'est son bastion, à moins qu'il y ait ce genre de récupération, je pense que, bon, un bureau de vote, il y a plusieurs personnes qui votent. Hein. Il n'y a pas un bureau à Abidjan ici où on peut avoir 100% de non. Donc, que ça ouvre à 13h, ça concerne tous les candidats, même si certains ne s'en plaignent pas trop. Donc, le processus le plus complexe, c'est maintenant l'acheminement des urnes et la proclamation des résultats, le décomptage des voix. Est-ce que cela va respecter l'esprit des urnes, puisque les principaux candidats avaient des représentants dans les bureaux qui ont déjà, avec la démocratie cellulaire, déjà reporté les voix dans leur QG. Les gens ont déjà les résultats par bureau de vote, etc., etc. Si c'est conforme avec ce qui a été obtenu sur le terrain, je pense que dans l'ensemble, ça ne devrait pas susciter un grand incident à Abidjan et sur l'ensemble du territoire. Mais maintenant, si les résultats sont fortement différents, on n'en est pas encore là. Et il serait souhaitable qu'on ait recours toujours à la CEI, au lieu qu'on veuille soi-même proclamer des résultats de sorte à éviter certains actes de violence. Docteur Bokasako, Gervais, sur... Oui, c'est vrai. C'est quelques irrégularités. Oui, les irrégularités, c'est vrai. On a parlé du retard. Vous savez, chère madame, laissez-moi vous expliquer de façon concrète comment c'est quand même dangereux, la question du retard. Il ne faut pas s'amuser avec ça. Et moi, ce qui nous dérange, je ne veux pas dire moi, parce que tous les observateurs, ils sont encore dans les bureaux de vote en train de dépouiller à l'heure où nous parlons. C'est récurrent. À toutes les élections en Côte d'Ivoire, on note la question du retard. Donc, à un moment donné, il faut que l'institution qui organise les élections s'interroge. Qu'est-ce qu'on fait pour régler cette question du retard? Parce que tenez-vous bien, lorsque dans mon bureau de vote, l'élection commence à 10h, mon seul bureau de vote peut paralyser toute la Côte d'Ivoire. Parce que tant que le résultat de mon bureau n'est pas arrivé, vous voyez qu'on ne pourra pas finaliser au sommet pour donner le résultat final. Donc, c'est comme ça que ça prend du retard. Et puis, je vais donner quelques exemples. À Dabou, quand un bureau de vote ouvre à 11h,
D'accord. Comme dans le bureau de vote du lycée Leboutou, à Gagnoa. Et à Gagnoa, tout à l'heure, le docteur Nguessan disait qu'il n'y a pas de bastions spécifiques. Vous voyez que sur les réseaux sociaux, il y a un leader du côté de Gagnoa qui a utilisé cet instrument, justement ce langage-là, pour dire que tout le monde sait, en Côte d'Ivoire, chacun son bastion. À Gagnoa, c'est le bastion d'un tel. Et voici qu'à Moko, il n'y a pas de vote. Il n'y a pas de vote. À Daligeba, il n'y a pas de vote. À Godiabré, il n'y a pas de vote. Et donc, nous, on a été alertés. On a tout de suite appelé nos observateurs sur le terrain d'aller pour vérifier cela. Okay. À la vérité, à Moko, c'était ouvert à 11h25, alors que le monsieur ne faisait son point à 11h30. Il dit qu'il n'y avait pas de vote. Donc, vous voyez, ce genre de message-là, ça peut embraser un pays. Donc, on est allé vérifier. À Moko, ça a ouvert à 11h25. À Daligeba, à 11h40. À Godiabré, à 12h05. Cela n'excuse pas la CEI. Mais c'est un message qu'il faut envoyer. Parce que le processus est tel qu'il y a des moyens de recours. À supposer même que ce soit vrai. On peut décider à l'unanimité qu'à Gagnoa, on reprend l'élection. Tout ça pour préserver des vies humaines. La responsabilité des leaders et des leaders d'opinion et des leaders politiques est engagée. C'est pour cela que je profite de votre micro pour lancer vraiment des appels. Et Dieu merci, tout s'est bien passé, mais il fallait noter. Il y a d'autres incidents, mais... Bien sûr, on en parlera et vous aurez le temps de lancer les appels. Docteur Marie-Paul Oui, c'est pour ça que, effectivement, docteur Boga l'a dit, ce retard est récurrent. Et j'ai mis ça dans les incidents. C'est pas des incidents majeurs, encore que, comme il a dit, ça peut occasionner d'autres soucis. On a eu vraiment de grands retards. Et ce serait bien, c'est un appel qu'on lance à la CEI qui a fait d'abord un travail formidable. Hein. Il y a eu beaucoup de choses améliorées. Mais ce retard-là, du fait du matériel qui n'est pas arrivé à temps, je pense qu'il y a des efforts à faire. Oui. Mais parlons toujours de ce retard et pour permettre à nos téléspectateurs de comprendre quelle est donc l'incidence sur l'heure de la fermeture du bureau de vote. Est-ce qu'il y a une prolongation? Oui, généralement, ce qu'on fait, c'est que si on a ouvert à 10h, on fait... parce que c'est 17h qui était l'heure prévue. Oui. On fait 17h plus 2. Mais ce n'est pas toujours. Parfois, vous avez des bureaux de vote, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas d'électricité. Vous faites comment? Donc, à la vérité, on ne respecte pas cela. Vous savez, chère madame, le vote des citoyens, on ne s'amuse pas avec. Dans l'humanité, on s'est battu pour que, par exemple, les femmes aient le droit de vote. C'est sacré. Donc, une institution qui est prévue pour cela, elle doit tout faire pour que les citoyens n'aient pas de prétexte. Parce que vous savez, à une élection, les gens cherchent toujours la petite bête pour faire des réclamations. Et effectivement, parce qu'il y a beaucoup d'électeurs qui sont arrivés à 7h du matin. Oui. Alors vous imaginez, vous attendez de 7h du matin jusqu'à 11h45. Okay. Les tensions commencent à être assez vives. D'accord. Voilà. On note bien donc toutes ces observations sur le retard. Et je vous propose de faire un tour du côté de Koumassi et de Marcory pour voir cette journée de vote de ce 2 septembre 2023. Après les campagnes électorales, place au vote. Dans ce centre de Koumassi, jeunes et moins jeunes, chacun veut exprimer sa voix. Il faut voter pour voir, pour ne pas faire des histoires, il faut voter. Notre grand-père ou frère dit la paix. Celui qui a gagné, il a gagné. Celui qui n'a pas gagné, parole n'arrange pas. Depuis 8 heures, nous avons commencé. Tout se passe généralement bien. Les gens sont là, vous voyez l'affluence, les gens sont là. Ils sont venus pour exprimer leur suffrage. Et comme vous le voyez, tout le monde est là et tout se passe bien. Sur les lieux, une candidate à la course venue remplir son devoir. C'est un sentiment de satisfaction. Je constate que l'engouement est là. La population vient s'exprimer parce que nous, ce qui nous importe, c'est vraiment l'expression du suffrage. Plus loin, dans un autre centre, l'engouement est le même. C'est participer au développement de mon pays, c'est participer au développement de ma commune, bien sûr. Parce que c'est le candidat pour qui ma voix va porter. Je pense que c'est cette personne-là qui est appropriée, adéquate pour pouvoir encore nous aider, nous surtout jeunesse. Et c'est dans ce centre que le maire sortant vient aussi accomplir son vote. Aujourd'hui, nous venons au vote serein. Nous constatons d'ailleurs avec joie une bonne affluence. Nous espérons que le vote va se faire dans les meilleures conditions, exactement comme nous avons pu faire la campagne. Après Koumassi, cap sur la commune de Marcory. Toujours dans la même dynamique, les votants sortent nombreux. C'est d'abord un devoir civique. Et étant donné que nous sommes à une élection de développement local,
Et il était important pour nous de venir choisir celui que nous pensons être le meilleur pour notre développement local. Quelques minutes plus tard, le maire sortant de la commune vient faire comme les autres. Abi Raoul reste confiant et estime que l'ambiance dans la commune est appréciable. Je me sens bien, je me sens comme quelqu'un qui a accompli son devoir de citoyen. Je pense que globalement, l'ambiance est bonne. Bon, il y a un peu de chauffourée, c'est naturel, c'est normal qu'il y ait un peu ça, parce que bon, c'est quand même une élection en jeu. Donc les esprits se chauffent un peu, mais je pense que globalement, c'est bon. Candidat indépendant dans cette course, Yannick Berry fait le tour des centres pour s'enquérir de l'évolution dans les bureaux de vote. Il est important de venir dire aux équipes qu'elles ont bien travaillé, les fortifier, leur donner du courage, du tonus, les encourager, de sorte à ce qu'ils aient de la vigilance, parce qu'avec les élections, on ne sait jamais. Après les différents votes, place au dépouillement des bulletins et le décompte des voix au suffrage universel. Le résultat des scrutins sera donné par la commission électorale indépendante. Et après Koubassy et Marcory, direction Yopougon, par milliers, les électeurs se sont rendus aux urnes pour prendre part au vote à la satisfaction des candidats, dont Adama Bictogo, Michel Gbagbo, Dia Oufoué ou encore Begré Mombe et Éric Mobio, qui affichent, eux, la sérénité. Ils sont confiants. Le reportage de Tiémé Dongué et de Joseph Zékré. Yopougon Dokwa, dans le lieu de vote ouvert au lycée moderne, des électeurs en file indienne. Les premiers, dans les rangs depuis 6 heures du matin, se présentent devant les agents électoraux. À leur côté, à 9 heures, le candidat du RHDP, Adama Bictogo. Même rituel, avant de glisser son bulletin dans l'urne. Au quartier Port-Boué 2, même affluence. Malgré la fine pluie, plusieurs électeurs sont en attente pour exercer leur devoir civique. Ils sont rejoints par le candidat du PDCI, Dia Oufoué. Au terme des différentes étapes, il passe au vote. Son autre challenger, Michel Gbagbo, candidat du PPACI, est lui présent dans le bureau de vote 3 à l'Institut Frobel du groupement foncier. Il s'y acquitte des différentes formalités avant de passer à l'urne. À terme, les 3 têtes d'affiche du scrutin dans la plus grande commune du pays affichent sérénité et confiance. Nous avions eu une campagne très apaisée, très fraternelle, et je voudrais que le vote aussi se tienne dans la paix, dans le calme. Nous ferons preuve d'une très grande maturité à Yopougon, et nous devons être un exemple, parce que Yopougon est quand même la synthèse de la Côte d'Ivoire. Il faudrait que nous soyons unis, parce que c'est juste un jeu. On choisit la personne qui va être notre administrateur, et après, on travaille ensemble, pour le développement. Donc j'appelle vraiment pour que la cohésion puisse toujours exister ici dans notre commune. C'est juste des élections et après les élections, la vie continue. Le souhait, c'est que tout se passe dans le calme afin que notre victoire soit proclamée sans récrimination aucune et qu'on passe maintenant à l'étape du changement ici à Yopougon. Songon, commune sur le tronçon Yopougon-Dabou, l'affluence est au rendez-vous électoral. Parmi les votants, les 2 candidats en lice, Mambé Begré du RHDP et Éric Nkomo Mobio de l'Alliance PDCI-PPACI. Tous se félicitent de la maturité démocratique manifestée. Les résultats ne devraient être que la conclusion de ce que nous avons pu partager avec la population. Et étant donné qu'il y a des scrutateurs dans les bureaux, il y a des représentants dans les bureaux, que les résultats soient communiquer dans la paix, dans la joie, et que chacun reconnaisse sa victoire dans l'humilité et que chacun reconnaisse sa défaite dans l'humilité aussi. Je suis très confiant. On a rencontré partout un accueil favorable pour confirmer dans les urnes ce qu'ils nous ont exprimé pendant la campagne. Le scrutin municipal au nord-ouest d'Abidjan a été dans l'ensemble apaisé avec une forte mobilisation des électeurs. Donc, un climat apaisé qui est reconnu même par des candidats. Oui. Vous avez parlé en première partie d'émission d'incidents dans certaines communes. Est-ce qu'on peut en parler en long et en large, Vincent Toby, des incidents, des raisons de ces incidents et les localités, les communes? Oui, je voudrais, comme vous l'avez dit tantôt, ça a été quand même assez majeur. Il y a eu des incidents ici et là. Là, on a des bagarres à Buyo, on a eu des situations à Kani, des situations à Benjerville, des situations à Makori, à Guiglo, ici et là, à Guitry. Mais ce sont des violences regrettables
Mais il n'y a pas eu, pour l'instant, mort d'homme comme il y a eu souvent ici en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu de blessés graves à ce stade. Il y a eu, en tout cas, moi, j'ai le rapport d'une seule, une cassée pour l'instant. Et donc, ces incidents ont été anticipés. Vous savez, il y a une cartographie des conflits qui a été faite. On a fait une analyse qui a été rendue disponible auprès de la presse. Et on pouvait deviner anticipativement quelles sont les zones où il y aurait eu cela. Actuellement, les grandes violences ont lieu dans 60 zones rouges répertoriées comme telles en raison de certains indicateurs et certains facteurs. Et donc, il faut continuer à être vigilant dans ces zones-là jusqu'à ce que le résultat final, je veux dire le résultat provisoire, soit donné. Docteur Boga-Sako Gervais. Oui, alors, bon, la nature des incidents, on en a parlé, et sur la question du retard qui a fait que parfois les gens... Voilà. Et en plus du retard, il se trouve que dans certains bureaux de vote, les gens, soit ils ont leur nom dans la machine, là, dans la tablette, mais on ne retrouve pas le nom de façon physique sur les documents. Il y a également... Et en fait, ce sont les sources des petits malentendus. Il y a également le fait que la liste électorale, elle, de notre point de vue, devait être détenue par la plupart des représentants des candidats. Il y en a qui l'avaient, il y en a qui ne l'avaient pas. Donc ceux qui n'ont pas la liste, par exemple, ils exigeaient que chaque fois qu'un votant arrive, il faut que le président lise son nom à haute voix. Rien que pour cela, ça a envoyé des petits soucis du côté de Port-Boué, notamment au collège Saint-Cy, parfois aussi au collège moderne. Et nous nous sommes rendus, par exemple, au-delà de tout ce que je vous ai dit tantôt sur l'éparpillement de nos observateurs indépendants. D'ailleurs, permettez-moi de faire une petite parenthèse sur la question des observateurs indépendants. Vous savez que de façon classique, les observateurs, ils sont accrédités par la commission électorale indépendante, la commission qui organise l'élection. Mais dans la formation qu'on a reçue au plan international, il y a aussi des observateurs internationaux. Et nous, à la FIDOP, on a opté pour l'observation indépendante parce que on estime que même la CEI, elle a besoin d'être contrôlée. Or, parfois, c'est bizarre et difficile lorsque tu reçois une accréditation d'une institution de la critiquer. Okay. Donc, on est tout à fait à l'aise pour pouvoir porter nos critiques. Donc, du côté comment dirais-je, de Port-Boué, comme je le disais, rien que pour cet incident-là, il a fallu avoir une bagarre parce qu'il y en a qui ont déchiré la liste électorale. Parce qu'ils soupçonnent ceux qui détiennent la liste électorale d'être en complicité, puisque eux, ils ne l'ont pas. Et puis, je m'en vais terminer sur 2 incidents. Allez-y. Voilà. Il y a un j'ai parlé tantôt de Gagnoa, où il y a eu cet appel qui était un peu déplacé. Pour nous, ce n'était pas nécessaire. Il faut toujours se calmer. Il y a eu aussi un cas de Trècheville, où on nous a rapporté que sur les réseaux sociaux, une vidéo a circulé, un monsieur a été arrêté par les policiers, le directeur du service technique de la mairie, et on estimait qu'il était lui-même auteur, sinon dans une complicité pour commettre des fraudes. Il avait près de 3000 cartes d'électeurs. Est-ce que c'était avéré? Non, on a pu vérifier. Donc c'était une fausse nouvelle? Oui, une fausse nouvelle, et c'est ça aussi le rôle des observateurs. Voilà. Et la vérité, c'est qu'en tant qu'agent, directeur du service technique, il avait les cartes des personnes qui n'ont pas pu les retirer. Okay. Donc il les ramenait à la CEI quand il a été pris. Et comme nous sommes dans une période chaude, ça a failli exploser. Et puis, après Gagnoa, je ne reviens plus là-dessus, mais il y a le cas de Guitry, où un candidat a fait une vidéo également qui dit avoir été molesté. Les images existent, c'est sa tenue déchirée, tout cela. Et donc, tous ces éléments que nous évoquons là, c'est pour que les structures chargées de l'organisation de l'élection puissent s'en saisir et puis prendre des dispositions pour qu'à l'avenir, cela n'advienne plus. C'est ça le rôle des observateurs. D'accord. Docteur Sylvain Nguessan, dans l'élément que nous avons suivi, on a entendu certains candidats parler de maturité démocratique manifestée. Est-ce que c'est un avis que vous partagez à ce stade? Est-ce qu'on peut parler de cette maturité démocratique? C'est assez tôt, hein? Les électeurs. C'est assez tôt. De toutes les élections de la Côte d'Ivoire, bon, je parle sous votre contrôle, hein? C'est après la proclamation des résultats qu'on voit différents vainqueurs. Sinon, c'est vrai que par le passé, il y a eu des localités où on empêchait certains d'accéder au bureau de vote. Ça, on l'a connu en Côte d'Ivoire. Sinon, le processus électoral s'est toujours bien passé. Jusqu'au transport des urnes et à la proclamation du résultat final. Donc, attendons de voir dans les 48 heures, je pense, quand on aura le résultat final, comment les candidats eux-mêmes, qui disent aujourd'hui que la Côte d'Ivoire a une certaine maturité démocratique, quand on verra leur comportement, appeler leur
adversaires pour les féliciter et reconnaître leur défaite pour ceux qui ont perdu. Quand on verra ceux qui ont gagné aussi féliciter ceux qui ont perdu, ne peuvent pas les écraser pour se moquer d'eux. On parlera de maturité démocratique. Sinon, c'est assez tôt quand même pour y arriver. Dr Marie-Paul Kodjo. Qu'est-ce que je pourrais dire? Effectivement, il y a eu, je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu des incidents. Et je pense que la majorité des incidents est due au temps. Les gens ont trop attendu et ça les a vraiment mis sur les nerfs. Mais on a aussi constaté quelques incidents quand même auxquels il faut remédier. Des personnes, on a vu quelqu'un qui mettait des petits signes. Il était seul, hein, c'était assez isolé, sur les bulletins. OK. Et on l'a attrapé, parce qu'il l'a fait 3-4 fois, et c'est un électeur qui nous l'a signalé. Je profite de ça pour féliciter les forces de l'ordre, parce que sincèrement, dans plusieurs centres de vote, il a failli y avoir des échauffourées, et les policiers, les gendarmes qui étaient là ont fait preuve vraiment d'efficacité. Et ce monsieur qu'on a attrapé, qui niait bien sûr, mais ça a été filmé, automatiquement a été mis de côté, mais les représentants des partis politiques ont accepté qu'il continue sous leur vigilance. Bon, donc ça s'est bien terminé. D'accord. Madame, messieurs, on sait que les élections, souvent, on a des fake news. Donc, dans le cas relevé par Dr Boga Sako-Gervais, est-ce que vous, en tant qu'observateur de ces élections, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu des cas de fraude, oui ou non? Est-ce que vous en avez entendu parler des cas de fraude avérés? Dr Boga? Je peux vous dire qu'au stade actuel, non, on n'a pas... Par exemple, par le passé, il y avait des cas où on parlait de bourrage d'urnes. Et tout cela, aujourd'hui, franchement, de moins en moins. Il y a pas, je ne peux pas vous dire clairement qu'il y a eu telle ville où on a attrapé quelqu'un qui a falsifié. C'est vrai que certains candidats ou certains électeurs nous ont un peu... fait savoir leurs inquiétudes par rapport à la tablette. Parce que vous savez, on ne maîtrise pas tous la tablette, il y a nos empreintes et tout cela dedans. Mais quand on a fini et qu'on transmet, celui qui gère le serveur, on n'est pas là. Donc, on cherche toujours. Donc, la CEI, il doit toujours continuer à rassurer. Parce que vous savez, quand les gens sont rassurés, ils vont voter tranquillement. Et quand ils ont perdu, ils applaudissent. En Occident, s'ils sont arrivés à ce stade-là, c'est parce qu'ils ont confiance en leur système. Les gens n'ont plus intérêt à tricher. Mais ici, on est encore à ce stade-là. Et donc, je peux vous dire en conclusion qu'on n'a pas eu, au stade actuel, des cas concrets. Même ceux qui ont évoqué des pistes, ils n'ont pas prouvé. Et nous non plus, on n'a pas pu saisir de cas de fraude. Vincent Toby? Nous n'avons pas observé les élections, nous ne sommes pas accrédités par la Commission. Donc, mais de par les informations que vous avez reçues. Encore une fois, sur le plan technique, je dis qu'il faut attendre ce qui va se passer. Il y a des fraudes, il y a des irrégularités. Et autant on a des sophistications technologiques dans notre vie aujourd'hui, on a des smartphones, autant on a une sophistication de la fraude. Et avant, on bourrait les unes. Avant, on inscrivait n'importe comment. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, on arrive même à faire des duplicatas, des PV et autres. Donc la fraude se sophistique, c'est pourquoi il faut être très vigilant. Et comme l'a dit tout à l'heure mon collègue Dr Nguessan, c'est ce soir, après le dépouillement, qu'on saura effectivement si le processus a été bien jusqu'au bout. Mais jusque-là, c'est encourageant et il faut qu'on continue sur cette lancée. Parce que le petit détail rapidement, c'est-à-dire qu'il faut tenir compte aussi de la conformité. Les gens ont les PV. Donc, quand les bureaux les votes seront centralisés, entre le résultat qui est donné à mon bureau de vote ou bien à ma localité, ce que mon candidat a eu, si ce n'est pas répertorié, oui, on peut aussi profiter de ces résultats. C'est pour ça qu'ils n'ont pas tort quand ils disent « attendons la proclamation pour voir si effectivement ce que nous avions est conforme à ce qui est donné ». Sinon, il y a des détails sur lesquels... Evelyne, si vous permettez, il y a quand même des signes tout à l'heure. Tout le monde est d'accord qu'il faut attendre. Mais il y a des signes quand même qui sont encourageants. Je l'ai dit tout à l'heure sur un plateau quelque part. Quand le président de la commission électorale lui-même vient et donne un message clair, instruction à ses équipes de travailler dans le professionnalisme, c'est très encourageant et c'est bien. C'est-à-dire qu'il n'autorise aucune déviation, aucune faute. Et ça, c'est déjà très clair comme instruction donnée
à ces éléments pour qu'il n'y ait pas de situation de fraude qui puisse entacher ce processus qui nous permet d'avancer vers la consolidation de notre démocratie. Tout à fait. Merci pour ces explications. Nous allons poursuivre nos échanges de ce soir, juste après cette courte pause. Sur le plateau de soir de vote, et nous analysons et décryptons cette journée de vote des élections locales. Nous avons signalé, parlé de certains incidents sur ce plateau. L'équipe, la rédaction de NCI Reportage a également fait un sujet spécial sur les incidents. Je vous propose de regarder et on en discute juste après. 2 septembre 2023. Jour de vote des maires et présidents de conseil régional. Dans les rangs, devant les bureaux de vote, des milliers d'électeurs. Si dans l'ensemble, le scrutin s'est déroulé dans le calme, des incidents ont malheureusement été enregistrés par endroits. Sur le terrain, l'Observatoire national de la cohésion sociale, qui a déployé 250 observateurs électoraux et 11 565 moniteurs, fait la lumière sur les incidents et défaillances relevées dans son monitoring. Dans certaines localités, la forte pluie qui a commencé depuis le petit matin jusqu'à l'aube n'a pas permis le déploiement du matériel. Donc cela a retardé un peu l'ouverture de bureaux de vote dans des localités jusqu'à 9 heures. Par contre, dans d'autres localités, nous avons aussi constaté des retards dus à l'organisation, du fait que souvent les agents de bureau de vote n'ont pas été là. Et puis, mais ce qu'il faut retenir pour l'ensemble, c'est que calmement, ils ont attendu jusqu'à l'ouverture des bureaux de vote et l'intervention des commissaires centraux, des commissaires locaux a permis donc de régler ces choses pour permettre aux Ivoiriens dans leur ensemble, qui, il faut le dire, sont sortis nombreux aujourd'hui pour voter pour des élections locales. Il faut dire que nous avons constaté une forte mobilisation dans les bureaux de vote que nous avons sillonnés. Sur la liste des circonscriptions électorales concernées, les communes de Koumassi, Marcory et Bingerville. L'année passée, je viens voter, on m'a amené à chose, comme on appelle au plateau. On dit je suis au plateau. Cette année, j'ai refait encore liste pour revenir ici. Je suis venu, c'est ça, je tourne. La nouvelle carte d'identité, ça commence au final. Donc, il fait quoi? Je fais K, je fais B, je fais partout. Il n'y a pas mon nom. Biafri Kofina. Dans son renversement, maintenant, c'est Kofina Biafri. Ça m'a dit de renverser, non. Je cherche dans tous les bureaux de vote. Il y a quoi? Nous avons constaté dans certains bureaux de vote que les encres ne sont pas indélébiles. Et nous nous posons la question de savoir pourquoi. Nous avons aussi constaté qu'on refuse l'utilisation du listing, ce qui est légal, parce que nous avons fait notre demande officiellement à la CEI. Malheureusement, c'est le petit couac, notamment les bureaux qui n'ont pas ouvert à l'heure, à 8 heures. Certains bureaux étaient ouverts mais sans les urnes, sans les stickers, sans par exemple l'encre. Mise en cause, la commission électorale indépendante lève des équivoques sur des incidents mineurs. Pas de nature à entacher, selon lui, la sincérité du scrutin. Nous avons quelques soucis logistiques, mais ce sont des choses qui sont inhérentes au processus électoral. Les choses se mettent au fur et à mesure en ordre. Donc il n'y a pas de quoi à s'alarmer, donc il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Les bureaux de vote qui n'ont pas connu de retard à l'ouverture ont fermé leurs portes à partir de 17 h. Voilà, donc des incidents qui ont été relevés au cours de cette journée de vote. On en a déjà parlé sur ce plateau, retard d'ouverture des bureaux de vote, matériel de vote qui arrive en retard, difficulté d'utiliser la tablette, on en a parlé. Moi, je vous propose maintenant de parler des enjeux de cette élection locale, couplée municipale, régionale. Vincent Taubillon, on va commencer par vous. Élection perçue par certains comme étant la demi-finale, avant la finale de 2025, notamment l'élection présidentielle. Quels sont les enjeux de cette élection? Bon, je vois dans la presse partout la question de demi-finale. Je ne sais pas, en matière de football, pourquoi. Je ne sais pas à quel moment on a joué les quarts de finale. Ouais, parce qu'on avait les présidentielles qui sont les élections les plus importantes. Je ne sais pas quelle c'était les demi-finales, mais à quel moment les éliminatoires ont eu lieu. Ce que nous pouvons dire, c'est que cette élection est la dernière élection, la dernière grande élection avant les élections de 2025, et donc ça a naturellement un enjeu important. Tous les partis politiques vont connaître réellement leur poids dans la population ivoirienne par le nombre de communes et de régions que ces partis pourront conquérir. C'est également, s'ils font une agrégation des votes, ils seront exactement en zone rurale, en zone communale, en zone régionale,
quels sont leurs militants, quelles sont leurs faveurs. Et donc, c'est très important dans le cheminement vers 2025. Et je le disais tantôt également, c'est dans notre rapport, c'est que quand un maire travaille bien, sa population vote naturellement pour son candidat, lui, au présidentiel. Donc, c'est un enjeu important. Et vous voyez, même le RD dans sa formule initiale, le RD avant, aux élections locales de 2001-2002, le RD a fait un raz-de-marée au niveau des communales, et c'est pratiquement ce raz-de-marée qui a suivi le RD au niveau des élections de 2010. Donc, le travail du maire local, puisqu'il fait un travail de proximité à sa population, il fait déjà un bon accompagnement politique pour des élections à venir. Mais au-delà des élections de 2020, il y a le fait qu'aujourd'hui, cette élection a lieu dans un contexte d'ouverture politique totale où tous les partis politiques, et les nouvelles alliances politiques RHGP et des partis PPACI et des partis FP et des partis PDC et des partis UDPCI, ils sont aujourd'hui en jeu. Ils vont ensemble pour la compétition. C'est une très bonne chose. Cette élection a lieu à un moment où tous les hommes politiques majeurs de Côte d'Ivoire sont en liberté et sont là, présents sur le territoire national. Cette élection a lieu à un moment où le PDCI est en train de redéfinir son avenir, puisque son leader charismatique n'est plus de cette ère. Et donc, le PDCI doit se réinventer, relancer. C'est également une élection d'enjeu, parce que jamais dans notre histoire, nous n'avons eu autant d'indépendants qui vont participer à une élection comme celle-là. Je répète les chiffres, 23% des listes régionales et plus de 45% des listes communales. Donc, et enfin, l'enjeu important, c'est que cette élection se tient dans un contexte de crise de la démocratie au niveau régional. Et la démocratie est le seul facteur probant de stabilité. Est-ce que nous sommes en train de contribuer à cette stabilité ou de museler des voix ici et là, dans un contexte où il y a beaucoup de déstabilisation du régime autour de nous? Et donc, c'est aussi là un enjeu important, entre autres. Oh, d'accord. Docteur Sylvain Nguesson. Oui, bon, demi-finale, peut-être, mais... c'est une image, hein, les Ivoiriens parlent avec je comprends parfaitement. Aux élections locales, on vote de plus en plus moins son parti politique. Moi, j'ai échangé avec plusieurs personnes à Cocody qui ont dit on voterait pour tel, mais ce n'est pas mon parti politique. Quand c'est la présidentielle, on est un peu plus crispé sur le parti, sur la personne du leader. Bon, encore qu'il y a un certain changement du personnel politique au niveau des partis politiques. Mais je note qu'au niveau des régions, des municipales, par exemple, de plus en plus, il y a une certaine marge considérable qui commence à voter moins son parti politique, qui commence à voter celui qui peut assurer un rayonnement de sa commune. On a deux éléments de comparaison qu'on n'a pas mentionnés à cause du contexte. On dit, bon, voici des gens qui ne sont pas forcément de notre parti politique, mais qui ont su transformer leur commune. Pourquoi pas soutenir tel candidat qui pourrait apporter la même chose dans notre cadre de vie? Mais si je suis ce que vous dites, est-ce que ces élections permettront de déterminer véritablement le poids politique du parti? Oui, avec une certaine marge d'erreur quand même. Avec une certaine marge d'erreur, parce que moi, je pense... Moi, j'ai voté un candidat aujourd'hui. Ce n'est pas sûr que je vote pour son candidat à la présidentielle. Ce n'est pas évident. Je le vote parce que j'estime qu'il peut apporter un certain rayonnement à ma commune, à mon cadre de vie. Ça s'arrête là. À la présidentielle, c'est quelqu'un qui peut faire bouger les lignes au niveau national, au niveau des 322 000 km². C'est un peu différent de ça. Peut-être que la marge d'électeurs comme moi est assez rétrécie. Elle n'est pas considérable, mais quand même, de plus en plus, on en trouve ce genre de lecteurs. Donc, et puis, ce résultat va permettre au parti qui veut remporter la présidentielle de corriger certaines erreurs à l'interne. Parce que le résultat que nous avons obtenu il y a à 2 ans de la présidentielle, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir améliorer ce score dans 25 mois, dans 24 mois? Donc je pense que c'est un indicateur quand même, mais on peut s'attendre à certaines surprises en 2025. Marie-Paul Kodjo. Merci. Effectivement, je pense que cette élection est un indicateur. Le préfet Toby l'a dit, les partis politiques vont connaître plus ou moins leur poids. Même les femmes, parce qu'on a tendance à les oublier. Faut pas cette fois-ci, la CEI a quand même assez communiqué. On a eu des listes qui respectaient le quota, ce qui n'était pas le cas par le passé. Au CNDH, nous avons quand même félicité la CEI qui communique de plus en plus et de mieux en mieux. J'en profite pour féliciter son président. Et pour nous, ces élections sont quand même importantes. Ces municipales sont importantes. Je pense qu'au sortir de là, chaque parti saura ce qu'il pèse et qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer. Et j'espère qu'au sortir de ces élections, on verra la place des femmes, parce qu'on peut compter celles qui sont tête de liste aussi. Hein. Donc, pour ne pas qu'on dise que voilà, Dr Kodjo ramène encore les femmes, mais je suis quand même contente on note quand même leur présence. Leur présence, parce que les partis politiques ont été obligés de respecter le quota.
Sinon, leur liste n'était pas acceptée ni validée par la CEI. Bravo à la CEI. D'accord. Docteur Boka-Sako-Gervais, sur les enjeux de cette élection. Au niveau de la FIDOP, nous avons estimé que ces élections-ci sont un test. Oui, c'est un test. Un test, pas seulement pour la CEI, mais pour toute la Côte d'Ivoire. Parce que vous savez, les élections présidentielles que nous avons connues dans notre pays nous font peur. Surtout celles de 2010, dont chacun de nous garde en mémoire les tristes souvenirs. Donc, à 2 ans, à quelques 20 mois, 24 mois de la présidentielle à venir, on avait besoin de voir si on peut faire une élection apaisée. Vous voyez, si aujourd'hui, je touche du bois, c'est vrai qu'on n'a pas encore terminé, mais si on avait eu 5 morts, 10 morts, des affrontements, on aurait dit la présidentielle, c'est pas ce qu'on est mort à la présidentielle. Donc, ce test-là nous permet de nous préparer. Et si on réussit, parce qu'après, on va sortir nos rapports. Là, vous nous avez convoqué à chaud pour dire aux Ivoiriens que globalement, le climat a été apaisé. Actualité oblige. Oui, bien sûr, et on est d'accord. Et chapeau à vous. Merci. D'accord? Maintenant, il nous faut aller décortiquer les données qui vont venir de tous nos observateurs indépendants sur le terrain pour dire, bon, au regard de ces... Parce que quand on finit le rapport, on fait les recommandations au gouvernement. Et en ce moment-là, je vous assure que nous serons très heureux de revenir sur votre plateau pour vous dire dans la pratique qu'est-ce qu'on a globalement tiré comme leçon après les résultats, quelles ont été les attitudes des différents candidats, de sorte que nous puissions nous préparer pour la présidentielle. Et moi, je voudrais dire aussi que le rôle que la société civile a joué de façon globale, même les leaders politiques, ils ont joué le jeu. Il faudrait que nous démultipliions cela pour qu'à la présidentielle, enfin, pour une fois, en Côte d'Ivoire et même en Afrique, on ait une élection cool. Celui qui a gagné, on va l'applaudir et puis on ira de l'avant. D'accord. Moi, j'aimerais qu'on aborde quand même un tout petit point le taux important quand même de candidatures indépendantes, 45,2% pour les municipales. Donc, 339 listes indépendantes sur les 750 listes en compétition. Est-ce que c'est un signal positif ou négatif, selon vous? Allez-y, vous voulez... Oui, parce que j'avais la parole. Je voudrais commencer enfin pour donner notre point de vue sur cette question. Vous savez, chère madame, nous voudrions arriver à un stade où, dans un pays, l'élection ne soit pas la fin du monde. 1. De 2, il ne faut pas que le leader des partis politiques, le leader du parti politique, soit comparé à un dieu. Il faut relativiser la vie politique. Donc la question des indépendants, là, à un moment donné, quand quelqu'un prend son indépendance, ça veut dire qu'à un moment donné, c'est comme s'il s'affranchit, c'est comme s'il se rébellait en quelque sorte. Or, il y a des moments où on ne peut pas... Le président du parti est un mythe. Quand il a parlé, tout le monde s'incline. Personne ne dit mot. Mais de plus en plus, les gens relativisent un peu. Et puis, il faut reconnaître aussi qu'à l'intérieur des partis politiques, il y a de la malgouvernance. Parfois, il y a des dictats. Et puis, moi, j'ai vu, dans certains partis, on en parlera à l'occasion, mais il y a des élus, des partis politiques qui n'ont rien fait sur le terrain. Et donc, à un moment donné, les gens, ils décident de prendre leurs responsabilités. Mais ça, c'est à la localité, sinon aux électeurs de décider. Et vous allez voir, il y a des Koumassi, etc. Il y a des zones où on va voir le résultat. Et puis, à partir de là, le parti aussi doit prendre des décisions, des sanctions. Docteur Sylvain Guesson. Il faudrait peut-être que les partis fassent connaître leurs conditions et désignation de leurs candidats. Voilà. Parce que laisser un candidat sillonner une localité pendant 4 ans à ses frais, et au nom du parti, tout le monde est informé, et puis à 3 mois des élections, venir désigner quelqu'un d'autre, sans savoir trop pourquoi, peut-être parce que ce dernier a des très bonnes relations au niveau de la hiérarchie de son parti. Bon, mettez-vous à la place de celui qui s'est consacré à cette activité pendant 4 ans. Donc, tout cela augure d'une certaine maturité démocratique. Cela fait partie du jeu démocratique. Oui, les partis ne peuvent plus contenir les ambitions politiques de leurs adhérents. Voilà, ça demande beaucoup d'efforts pour pouvoir contenir ceux qui ont des ambitions politiques, s'aligner derrière tel leader dans telle localité. On n'a qu'une vie. Donc, c'est toujours aux électeurs d'avoir le choix. C'est toujours intéressant d'avoir 8 candidats devant soit pouvoir choisir un parmi eux que d'être braqué derrière 2 personnes. Enfin, c'est ce que je pense. Allez-y, Marie-Paul. Je voulais aussi dire que peut-être que s'il y avait des primaires, à ce moment-là, peut-être. Oui, peut-être. Parce que, vous l'avez dit, mais on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de frustration. Exact. Quelqu'un qui, pendant 4 ans, sillonne Mont et les routes et tout ça, et qui se retrouve ne pas être choisi, c'est frustrant. Peut-être que s'il y avait des primaires, parce qu'il y a des zones où un candidat
est vraiment adulé par la population. On s'attend à ce que le parti le désigne et on en prend un, ça fait 15 ans qu'il est sur place. Et c'est les jeunes, remarquez, qui sont en train de se rebeller. Ouais. C'est les jeunes qui sont en train de se rebeller. Voilà ce que je peux dire. Vincent Toby, oui, est-ce qu'on peut parler déjà de crise de confiance au sein des partis politiques? D'accord, je pense que je vais donner cette réponse dans le développement sur la question des indépendants. C'est une question très importante qu'il faut aborder avec assez de délicatesse. D'accord. Vous savez, on bâtit un pays, on bâtit un État avec une idéologie, avec un projet, avec des propositions. Et ça ne se fait qu'autour des partis politiques. Les candidats indépendants sont des individus. Le candidat Sylvain Nguessan, le candidat Boga Sako, la candidate Marie-Paul, sont des candidats. Ce sont des individus. Le candidat Toby. Je parle de vous. Et donc, ce sont des individus qui ont une vision personnelle, individuelle, à laquelle les gens peuvent adhérer. Mais les partis constituent des blocs à l'intérieur desquels on discute, on a une pré-démocratie, on a une conception partagée, on a une présence régionale, locale ou nationale. Donc, c'est important d'avoir une construction forte. Si la Côte d'Ivoire a pu résister à certaines secousses, c'est parce qu'elle avait des partis forts, c'est parce qu'elle avait un RDF fort à l'époque, un PDCI fort, un UDPCI, un FPI, PPACI ou RHGP. Donc c'est important. Voilà pourquoi dans notre constitution et dans nos lois, on finance les partis politiques pour qu'ils soient forts. Et toutes les démocraties au monde ont des systèmes de financement de la démocratie, parce que les partis sont importants. Cependant, la question des indépendants nous amène à avoir deux réflexions, comme je le disais ailleurs. Pourquoi des gens décident de se mettre en précarité de leur parti politique? Pourquoi les gens mettent au défi leur président de parti qui leur disent n'allez pas et ils vont? Parce qu'il y a deux messages qui viennent. Parce qu'ils veulent participer à la vie publique. D'accord. Ils veulent une participation plus accrue à la vie publique. Les gens s'estiment légitimes de porter l'espoir d'une partie de la population de la commune. Et donc, ils vont tenter. Ils se croient investis d'une mission et qui est souvent légitime parce qu'ils ont un projet social auquel que peut-être le parti ne le reconnaît pas. Donc, c'est le premier élément. Il y a un désir de participation. Et plus on aura de la liberté d'expression, des mouvements, d'opinion, plus on aura cette affirmation des individus qui veulent avoir un mot à dire dans la vie publique. Et ça, on ne peut rien. On consolide la démocratie. Deuxième message des candidats indépendants, ce sont les primaires, c'est l'équité, c'est le choix des représentants dans les partis. Si le monsieur a fait un travail, la dame a fait un travail et qu'au dernier moment, on parachute quelqu'un juste parce que, bon, on le connaît ou parce qu'il est proche de telle ou telle personne, forcément, il y a cette rébellion. Donc, moi, je dis que le nombre de candidats indépendants sans précédent dans l'histoire de nos élections pour cette année, c'est indicateur d'une ouverture, et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, que même 2025 risque d'être une année aussi où on va avoir davantage de phénomènes pareils si les partis n'arrivent pas à créer des consensus internes. Okay. Voilà. D'accord, donc indicateur d'une certaine ouverture. Je vous propose maintenant de nous rendre à la commission électorale indépendante où Pierre Appro nous attend depuis quelques minutes. Bonsoir Pierre Appro. Bonsoir Evelyne. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce soir depuis la commission électorale indépendante? Comment les choses se présentent? Est-ce qu'on a commencé à recevoir, par exemple, les premiers bulletins de vote de certains bureaux? Dites-nous. Alors, je ne vous entends pas très bien, Evelyne, mais je vais essayer de vous dresser le portrait de ce qui se passe ici. On se trouve au siège de la commission électorale indépendante et ce n'est pas encore l'affluence ici pour le moment. Globalement, ce qu'on voit, c'est qu'on se satisfait d'une élection qui s'est déroulée dans de bonnes conditions, sans trop d'incidents. On sait qu'il y en a eu quelques-uns, vous les avez notés, les observateurs sur le plateau. Le président de la CEI devrait prendre la parole dans quelques instants pour s'exprimer et savoir si on devra avoir des résultats qui arrivent ce soir ou s'il faudra plutôt attendre demain. Et on aurait aimé poser la question justement de ces retards, de ces bureaux de vote qui ont ouvert en retard, de ce matériel qui ne fonctionnait pas. Mais on va devoir encore patienter. Pour le moment, on n'a pas plus d'informations à vous donner, malheureusement. D'accord. Merci Pierre Appro, en tout cas, pour ce petit point depuis la commission électorale indépendante. Et nous sommes sûrs que le président de la commission électorale indépendante pourra répondre à certaines de vos questions. Donc, retour sur ce plateau de soir de vote qui va allègrement vers la fin pour vous demander, messieurs, madame, notamment si vous avez un message, un appel ou des recommandations même à faire. On a tous noté ce climat apaisé de ces élections. Faut-il craindre l'après-vote, notamment au moment de la proclamation des résultats? Mais quelles sont déjà les recommandations qu'on peut faire? Dr Boga Sako Gervais, je commence par vous. Oui, merci. Merci.
Oh, déjà, en prélude à notre rapport final, qui vous sera certainement remis, on note déjà un certain nombre de choses. Hein. C'est-à-dire qu'au niveau de l'instance qui organise les élections, il y a beaucoup de recommandations à faire. Il faudrait que, si ces questions de retard-là ne se règlent pas, ça peut nous être préjudiciable pour la prochaine présidentielle. Je pense que de plus en plus, quand on commence à avoir du matériel, des kits, des machines, des tablettes et tout ça, ça veut dire qu'on peut mieux faire. On a les moyens, on peut décider que le matériel arrive la veille. Il faut prendre des dispositions pour ne pas donner de prétexte, pour ne pas donner de raison à ceux qui cherchent justement la petite bête pour faire exploser un pays. Et puis, il y a également des recommandations que nous pourrions faire. Regardez, chère madame, au niveau des candidats, sur le terrain, on a pu observer depuis la campagne électorale jusqu'à maintenant, les candidats ne sont pas au même niveau. Il y en a qui ont plus de moyens, qui déploient des milliards pour être un simple maire, qui n'a à peine 200 000 francs CFA à la fin du mois. Les gens sont des milliards, ils ont des milliards. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas, et ça ne fait pas des recommandations, faire un plafonnement de façon à ce que, quelle que soit ta richesse, tu ne puisses pas acheter entre griffes l'électeur. Un plafonnement de quoi? De budget? Oui, un plafonnement. Mais ça arrive. Oui, exactement. Par exemple, en France, c'est pour ça que M. Sarkozy est poursuivi, parce qu'il est allé au-delà de ce qui est prévu pour la présidentielle. Il y a une enveloppe qui est fixée, tu ne dois pas la dépasser. Or, ici, je vous assure, pour avoir été sur le terrain, il y a des gens qui ont dépensé des milliards pour gagner des mairies. Et puis, un autre phénomène, la question des membres du gouvernement. La question des présidents d'institutions, la question des directeurs généraux de l'État qui sont des candidats. Ça nous amène aussi à réfléchir. En tant que structure de la société civile, on aimerait bien voir, si ce n'est pas encadré, si ce n'est pas, j'allais dire, régularisé ou bien réglé, ça peut porter préjudice parce que... La loi l'autorise ou pas? Oui, exactement. Mais la loi, c'est nous qui faisons la loi. Et ce sont nos recommandations qui changent la loi. Okay. Parce que quand tu es ministre et que tu es candidat, d'une façon ou d'une autre, ça influence. Or, si nous voulons coller à l'idée de la démocratie, qui est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, comme le disait Abraham Lincoln, l'idéal même aurait été que c'est quand tu as fini d'être élu qu'on peut te nommer dans un gouvernement, par exemple. Mais quand tu profites de ton statut, moi je vous dis les choses telles qu'on les ressent, parce que si on veut qu'un vote soit équitable, il faut qu'on utilise tous ces mécanismes. Donc, les recommandations, on va les faire. Et puis, avant la présidentielle, je vous assure que nous viendrons dans 2 ou 3 jours vous livrer nos recommandations, mais je voulais évoquer celles-là. Et est-ce que vous avez des recommandations à l'endroit des leaders, des candidats, qui souvent appellent les partisans à mais j'avais commencé tantôt par évoquer les quelques cas, dont celui de Gagnoa et même celui de Guitry, où un candidat s'est présenté comme le candidat du PDCI-RDA qui a été bastonné, son habit déchiré et tout cela. La loi a tout prévu. Lorsque vous avez des imperfections, lorsque vous êtes victime d'une violation quelconque, il y a un mécanisme qui est prévu. Parce que quand les 2 cas que j'ai évoqués, ils ont parlé en direct sur les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, là, parfois on lance des appels. Sur les réseaux sociaux, c'est dangereux. Donc, dans les recommandations, évidemment, c'est prévu, mais j'avais mis l'accent sur celles que nous estimons qui concernaient la structure qui organise et au niveau du gouvernement. D'accord. Docteur Sylvain Nguessan. Oui, bon. Il serait intéressant que les différents candidats, malgré les incidents, les cas de fraude qui pourraient nous faire connaître, que tout le monde attend le résultat de la CEI, que tout le monde ait recours à la CEI pour des cas de fraude. Ce serait dommage que les candidats puissent, dans leur QG, proclamer leur victoire et appeler leurs sympathisants, leurs militants à faire exécuter cette victoire-là. Il faudrait aujourd'hui, pour une fois que nous tous, on ait recours à la CEI et que nous tous, on mette pression sur la CEI pour que le droit soit dit. Maintenant, il serait, Dr Bouga en parlait tantôt, qu'on puisse légiférer pour que les candidats qui seraient l'auteur de fraude avérée soient exclus au moins pour 10 ans, qui ne puissent pas candidater pour 10 ans. Ça permettrait quand même d'assainir un peu. Sinon, le monsieur, il arrive, il fraude, il tente de fuir avec des urnes, il fait casser des urnes, il est conduit, dans 5 ans, il revient. Pourquoi moi, je ne ferais pas autant s'il y a des moyens? Il serait intéressant de légiférer la matière pour que ceux qui pourraient poser ce genre d'acte-là soient exclus de nos listes électorales pour au moins 10 ans, qui ne puissent pas être candidats. Je pense que ça pourrait contribuer à renforcer la démocratie. Docteur Marie-Paul Kodjo. Moi, merci Evelyne. Je dirais que le CNDH a observé ces élections
sous l'angle droit de l'homme, parce que les droits de l'homme sont transversaux et que c'était important. On a quand même remarqué qu'il y a eu quelques violations des droits de l'homme, dont on n'a pas pu parler ici. À quel niveau Vous savez que le droit au vote, c'est un droit de l'homme. Le droit de vote, c'est un droit de l'homme. C'est un droit de l'homme et je sais que même dans notre Constitution de 2016, c'est reconnu. Absolument. Voilà, c'est un droit de vote. Le droit à la vie, c'est un droit fondamental. Si vous devez perdre la vie parce que vous allez voter, voilà. Donc, moi, mes recommandations, avant les recommandations, je voudrais quand même, malgré les incidents dus au retard, féliciter la CEI. Je peux vous garantir qu'à un moment donné, je peux vous rappeler qu'à un moment donné, on se plaignait que la CEI ne communiquait pas assez. On dit, mais on ne communique pas, ils ont changé de site, on ne le sait pas. Écoutez, sous l'ère Quibert, je pense que la communication passe, il y a beaucoup de communication et là, moi, je les félicite. Cependant, il faudrait qu'ils fassent des efforts pour respecter les horaires. D'accord. Excusez-moi de vous interrompre. Donc, dans cette communication de la CEI, est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer les voies de recours en cas de contestation d'un résultat? En cas de contestation, il l'a dit, il y a des voies de recours. Il y a eu, d'ailleurs, le président Quibert lui-même est passé à la télévision pour dire si vous n'êtes pas d'accord, vous venez à la CEI et nous avons un mécanisme permettant de savoir si vous avez raison ou tort. Ou ça. Vraiment, il y a eu beaucoup de communication. Ils ont même été plus loin pour faire des fascicules qu'ils ont distribués gratuitement à tout le monde. Le droit des observateurs, les droits des... Vous voyez, c'est pour ça que je dis qu'ils ont vraiment beaucoup communiqué. Le problème, c'était le retard. Aux partis politiques, je souhaite qu'ils soient plus sûrs d'eux, parce qu'il y en a beaucoup qui se promènent avec des gros bras et qui souvent débordent un peu, en font un peu trop. Et ces malabars là qui viennent avec les présidents des partis politiques effraient même la population. J'étais dans un centre de bureau de vote, dont je tairai le quartier, la commune, mais quand le président est venu avec 2 4x4 machin, avec des loupards, quand on voyait, mais les gens ont fui. Et après, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus d'affluence, parce que du bouche à oreille comme ça. Donc, le CNDH observe tout ça. Okay. Et comme je l'ai dit, nous avons chez nous un plateau numérique où nous avons les données qui arrivent de façon désagrégée, en temps réel. Donc, Evelyne, si vous avez besoin de rapports, de beaucoup plus d'informations pointues, nous sommes disposés. Je tiens aussi à féliciter encore, on n'en a pas parlé assez, les forces de l'ordre. Je peux vous garantir qu'on a évité un souci à 3 reprises grâce à leur diligence. Merci beaucoup, voilà. Marie-Paul Kodjo. Vincent Toby. Nous, Homme Nouvelle, depuis 2020, nous faisons chaque année le tour de la Côte d'Ivoire dans les zones rurales, dans les villages, dans les villes, pour contribuer aux efforts de cohésion communautaire. Et nous avions quelques craintes quant à ce processus, parce que ça risquait, s'il y avait des tensions, de réveiller encore des plaies dans les localités où il y a des communautés encore divisées. Et nous sommes heureux de constater qu'à l'heure où je parle, les choses se passent relativement bien. Mais c'est là aussi une leçon pour la Côte d'Ivoire. La démocratie, on la pratique simplement dans le respect des libertés individuelles, dans le respect des partis politiques, dans le respect du choix des peuples. Et c'est comme ça qu'un pays se bâtit. Et c'est beau de voir qu'un ministre d'État, qu'un premier ministre, que des responsables sont en compétition avec des chômeurs, des étudiants, des paysans. C'est ça la démocratie. Donc il faut arrêter toutes ces attaques sur les réseaux sociaux, dans la vie politique, tous ces zèles de certains agents, toutes ces tentatives de persécution. On ne bâtit pas un pays avec ça. Parce que les événements qui se passent aujourd'hui en Afrique montrent que tous ces événements, le pouvoir peut être éphémère. Et donc, voilà, un parti est là aujourd'hui, l'autre vient demain. Donc il faut célébrer ces moments où nous sommes d'accord avec nos processus qui nous permettent d'avancer et de développer nos pays. Voilà. Et donc, à côté de cela, les erreurs ici et là peuvent se corriger, doivent se corriger. Un pays qui se respecte, une démocratie qui se respecte, organise des systèmes de revue électorale après chaque processus, dans l'optique d'une réforme électorale sur les lois,
sur les institutions, sur les procédures, pour que la démocratie soit toujours assez forte. Mais pour l'heure, vraiment, on peut se féliciter de ce qui se passe actuellement et souhaiter que la Côte d'Ivoire gagne en fin de compte. Et je vous remercie pour ces explications. Merci d'avoir partagé ce soir de vote avec moi. Un vote qui s'est déroulé dans un climat apaisé. On l'a tous noté sur ce plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. La Commission électorale indépendante a sélectionné la nouvelle chaîne ivoirienne pour la veille digitale en ce qui concerne la proclamation des résultats. Donc, suivez-nous sur nos différentes plateformes, sur les réseaux sociaux. Et demain, nous prendrons également l'antenne pour vous donner les résultats au compte-gouttes, bien sûr, de cette élection locale, municipale et régionale. Merci encore de votre fidélité. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos rêves. Très bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.